Bienvenue à cette nouvelle vidéo, on va parler ensemble des marchés et puis de quelques actions. Alors, on a commencé les résultats des sociétés. Ce que l'on voit concrètement, c'est que les résultats sont bons. Quelque part, on le savait dans le sens où c'est que à partir certainement de la fin d'année, voire du premier trimestre 2023, que ça commencera un petit peu vraiment à taper. L'avantage également que l'on a sur les résultats, c'est qu'on commence réellement à voir les entreprises qui ont vraiment un vrai pricing power et qui ont donc pu augmenter leur chiffre d'affaires ou réduire justement. Et ensuite, donc, à la capacité d'avoir augmenté les prix et d'avoir continué à vendre, etc. Donc ça a pu compenser justement la hausse des prix à la production. Donc ça, voilà, c'est pour une partie des choses. Et puis surtout, ce que l'on voit, c'est que le marché ne fait pas dans la demi-mesure, mais ça, il nous avait habitués. Et globalement, en fait, le marché surtout va sanctionner des résultats qui peuvent paraître bons, mais ils sanctionnent les prévisions. Il suffit que les prévisions soient un petit peu en dessous des attentes pour que tout de suite on se fasse dérouiller à deux chiffres. Et on le voit, donc c'est ça qui peut créer éventuellement de l'incompréhension de la part des investisseurs, mais il faut bien vous dire que très souvent les résultats, même s'ils sont bons, étaient déjà intégrés, le marché est déjà en train de se projeter sur les 3 à 6 prochains mois. Donc on est déjà en train de se projeter sur la récession. C'était ce que je vous avais dit. Au moment où tout le monde parle de l'inflation, globalement, ce qu'il faut, c'est vraiment se tourner vers la suite, c'est-à-dire la récession. Est-ce qu'on aura un ralentissement économique ou on aura une récession dure et durable? Ça sera le seul débat qui sera important d'ici quelques semaines et d'ici post-midterm. Pour moi, voilà, l'inflation, c'est important, mais pour moi, on a un pic inflation, un pic de la Fed. Donc on est en plein là-dedans. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des petites rumeurs de marché, comme quoi on aurait droit à 0,75% de hausse des taux de la Fed en novembre, mais ça, on s'y attendait. On devrait avoir 0,75% de hausse de la BCE la semaine prochaine, mais ce qui va être surtout très important, comme je vous dis, c'est le pivot. Et le pivot, c'est pas la baisse des taux. Le pivot, c'est en premier lieu le fait qu'on va s'autoriser à penser dans les milieux autorisés que, justement, on peut éventuellement monter les taux moins vite que ce qu'on a prévu. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, les stats qui sortent, ce sont des stats, quand on regarde les stats avec un effet retardé, on se dit que l'économie US est suffisamment robuste pour encaisser des hausses de taux supplémentaires. C'est vrai, sauf que le marché, lui, il est déjà en train de se projeter dans 3 mois. Et dans 3 mois, il est déjà en train de se projeter que, quand on regarde les statistiques plus avancées, on voit bien que tout est en train de ramer, et surtout le marché immobilier, et je rappelle, le marché immobilier dans les pays occidentaux, c'est 20 à 30% du PIB. Donc c'est pas rien, et donc si ça commence à caler, forcément ça va bloquer. Alors pour l'instant ça commence à caler au niveau juste des transactions, on a des baisses de prix évidemment, mais on n'a pas encore des gens aujourd'hui, quand vous avez acheté votre baraque, juste avant le Covid, éventuellement vous avez profité, ou pendant le Covid, vous avez profité de taux bas, vous n'avez pas intérêt aujourd'hui à vendre votre maison pour acheter autre chose, même si c'est moins cher, parce que du coup, vous devrez éventuellement le delta, puisqu'en règle générale, on veut toujours quand même acheter un petit peu plus grand. Le delta vous obligera à reprendre un crédit, si vous n'avez pas fini de payer le crédit, évidemment, et ce crédit-là, il est à 6 ou 7%. Donc forcément, on se retrouve avec une espèce justement d'encéphalogramme plat, dans le sens justement où, ma foi, il y a des personnes qui vont être prises un petit peu à la gorge, ces personnes-là vendent, et donc on a des baisses de prix, mais il ne faut pas s'attendre non plus tout de suite à un raz-de-marée, parce qu'on a beaucoup de personnes qui vont tout simplement rester dans leur domicile. Même s'ils ont envie de changer, ils vont rester un petit peu plus longtemps dans le domicile actuel, parce que tout simplement parce qu'ils sont en train d'avoir des crédits qui sont à taux bas, et donc il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à changer. Donc voilà un petit peu les éléments pour moi qui sont importants. C'est donc bien de se dire que, je continue à le dire, l'inflation pour moi c'est du passé. Alors elle va baisser, évidemment le marché peut rejouer à se faire peur, etc., dans le sens où ça passe pas assez vite, etc., mais c'est une question de temps. Et pour moi, ce qui était le primordial et le plus important, c'est de voir que globalement le marché encaisse actuellement.
Et donc quand le marché il encaisse, c'est bien de se dire qu'en fait il commence à avoir globalement tout intégré. La seule chose que le marché n'a potentiellement pas intégré, c'est une récession dure. Mais ça, on ne peut pas réellement l'apprivoiser, on ne peut pas réellement encore se l'approprier, très certainement pas avant la fin de l'année. Donc il y a peut-être une fenêtre de tir globalement. Mais voilà, il y a les résultats. Et la semaine prochaine, donc on se tape la BCE. Pour moi, c'est surtout le discours qui sera le plus important, parce que pour moi, c'est pareil, les banques centrales, globalement, oui, elles vont continuer de monter les taux, mais maintenant, tout est intégré sur les marchés. La question du marché, c'est est-ce qu'elles vont monter les taux plus que ce qu'elles ont prévu? Et il suffit qu'on commence à dire, à murmurer comme un petit peu aujourd'hui, que peut-être qu'on va les monter un petit peu moins ou un petit peu plus, de manière un petit peu plus lente pour se donner justement du temps. N'oublions pas qu'on va jusqu'au midterm, l'inflation est le problème et l'ennemi public numéro 1 jusqu'au midterm. Post-midterm, vous allez vous rendre compte très rapidement, l'ennemi public numéro 1 deviendra le ralentissement économique. Et donc c'est là où derrière, il faut bien se dire à un moment donné que ce qui s'est passé en Angleterre également, on y arrivera certainement dans les prochains mois en Europe et on y arrivera également aux US, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la hausse des taux comme ça en mode vertigineux, ça crée une crise de liquidité et c'est ça, globalement, qui peut pousser les banques centrales, pas à baisser les taux, mais à faire du quantitative easing. D'ailleurs, on ne s'y trompe pas, au niveau des obligations, on voit, c'est pour ça que je vais commencer par ce chart-là, on voit qu'on a déjà une première réaction, alors c'est pouillamesque, hein, bien entendu, et on a vu tout de suite les réactions sur l'or et sur le dollar également. Donc c'est ça aussi, il faut bien se dire que maintenant, tout est sur la table. Donc évidemment, il y a d'autres dimensions. Vous pouvez, la semaine prochaine, pour moi, ce qui sera important, c'est les résultats des GAFAM. Et notamment, je pense à Apple qui a, avec sa pondération sur le Nasdaq, la capacité de jouer un petit peu les troubles faits. Mais même si ça continue de gesticuler, globalement, on va en reparler sur le Nasdaq, je pars du principe qu'à 200 points près, on n'est pas à 200 points près avec la volatilité qu'on se tape actuellement, on est en train de construire le bottom. De toute façon, c'est clair et net, si ce n'est pas le bottom qu'on est en train de construire et qu'on commence à percer par le bas les supports, on part en mode capitulation. Ce qui ne change rien pour moi à l'affaire, c'est-à-dire qu'on construise le bottom maintenant ou qu'on parte en capitulation, on rentre pour moi dans une fenêtre où quelqu'un qui anticipe, un investisseur, hein, je ne dis pas qu'il faut faire all-in, etc., mais on va rentrer dans une fourchette justement qui va devenir, à mon sens, intéressante, justement pour jouer une nouvelle fois le coup du pivot de la Fed, mais le pivot dans le sens voilà, où en gros, pic inflation et pic de taux de la Fed, voilà, ça c'est déjà acté. Et petit à petit, donc, on va se concentrer sur la récession. Et petit à petit, on va voir l'économie se dégrader. Et la question à 1 million, ça sera, est-ce qu'on va se dégrader un peu pendant pas longtemps? Est-ce qu'on va se dégrader beaucoup et très fortement? Et ensuite, l'autre question, évidemment, pour 2023, éventuellement, ça sera de se dire, du coup, à ce moment-là, on redevient vendeur de dollars, donc du coup on redevient acheteur d'euros, on redevient acheteur d'émergents, on redevient éventuellement acheteur de cycliques, de petites capes et de minières, de matières premières, ce genre de choses-là. Donc voilà, ça sera le débat et après en fonction de comment on jouera à se faire peur sur la récession, de manière forte ou pas, on jouera la suite. Donc je referme la parenthèse là-dessus. Donc au niveau des taux, donc ça c'est un tracker obligataire, donc c'est-à-dire que plus il baisse, plus les taux montent. Et l'idée en gros c'est de se dire on est en train là, donc on voit la chute est quand même forte. Donc c'est-à-dire que pour croire à la construction d'un socle et d'un rebond sur les actions, il faut que les obligations remontent. Donc il faut que ça remonte. Alors pour l'instant, éventuellement, on est en train de travailler, je dirais, une zone support. Donc on peut avoir une réaction au rebond, mais avant de commencer à se dire, tiens, on peut jouer un rebond un peu plus durable en mode été, vous le voyez, il y aura quand même sacrément du boulot, et notamment, il faudra repasser cette zone des 95. Donc voilà, c'est encore, je dirais, un marché qui peut être très chaotique, avec pas mal de zigzags, mais là aussi, je dirais, au fur et à mesure des semaines, la construction d'un bottom. Je vois bien, en gros, pour moi, on est plus proche d'un pic au niveau des taux que d'une continuation. Donc c'est ça qui va m'intéresser. Quand on regarde l'euro-dollar également, ça va être la même idée pour moi, c'est qu'on est en train de construire un socle. On le voit ici. Tant qu'on ne repart pas
au sud là et à recasser les 95 par le bas, où là on repartirait en exponentiel sur le dollar, etc. Pour moi, on est en train de construire une bonne congestion. Alors, il y a la BCE de la semaine prochaine qui fera certainement bouger les choses. Mais globalement, si on devait rester dans l'idée, c'est de jouer le rebond. Alors attention, l'idée, c'est pas de dire on joue la baisse du dollar, la fin du dollar, le rebond de l'euro, etc. Non, c'est beaucoup trop tôt. Tout ce qu'on joue à la base, là, c'est un rebond prolongé qui ne remet absolument pas en cause la tendance de fond qui reste baissière et donc haussière sur le dollar. Et également, la tendance de fond reste haussière sur les taux. Tout ce qu'on joue, c'est du reflux intermédiaire qui peut ouvrir une fenêtre de tir globalement sur du rebond des actions de manière un petit peu plus durable, quelques semaines. Alors, je n'irai pas jusqu'à parler de rallye de Noël et tout ça, mais voilà, je pars du principe que quand je regarde un maximum de valeur, j'arrive sur des fins de congestion de figure à peu près en même temps que les midterms. Donc, pour moi, ça va ce jeu-là, ça fait plusieurs mois que je le dis justement, que pour moi, voilà, c'est post-midterm qu'on va vraiment savoir un petit peu si la Fed, elle joue le discours hawkish pour le côté politique, et après, on va passer justement à l'autre aspect politique, qui est de supporter un petit peu les électeurs. Et ça sera très intéressant parce qu'en 2024, on rentrera, donc en fin 2023 et 2024, on rentrera à nouveau dans des élections. Donc vous aurez ma main à couper que on sera pas en train de faire du quantitative tightening et en train de remonter les taux à ce moment-là. Mais ça, pour un investisseur, penser à ce qui va se passer dans un an, déjà la semaine prochaine, c'est considéré comme du long terme dorénavant, donc évidemment on aura l'occasion d'en reparler. Donc là, voilà un petit peu pour moi où on en est. Évidemment le Brent, alors avant les midterms, on continue de décharger tout ce qui est pétrole stratégique aux US, mais à un moment donné, il faudra bien renflouer les caisses, et donc renflouer les caisses, ça sera un support à la demande de pétrole et donc au prix du pétrole. Mais de la même chose, vous on se rendra compte que quand il faudra sauver le soldat économie, on sera prêt à faire du quantitative easing, on sera prêt à acheter du pétrole et on sera prêt à accepter que l'inflation remonte. Alors pas qu'on fasse du 8% bien entendu, mais qu'on fasse baisser, qu'on fasse de la désinflation et qu'on revienne sur de l'inflation à 3-4%, tout d'un coup, vous allez voir, ça redeviendra très acceptable. Et potentiellement même qu'on changera la target des banques centrales qui est actuellement à 2% et qu'on la relèvera à 3% en se disant voilà, on n'agit pas tant que l'inflation est à 3-4%, ça nous convient bien. Puis ça convient d'autant bien que évidemment on est très endetté, l'Occident est très endetté, donc on est toujours dans cette volonté pour moi à faire du 3-4%. Ne pas sous-estimer également que si la Fed casse quelque chose et donc qu'on part dans des récessions plus dures, à un moment donné, au-delà des inflations, on reparlera déflation. Mais pour moi, ça sera quelque chose qui sera très court terme, et je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites sur la fin de la Seconde Guerre mondiale, où on a eu des années d'inflation évidemment à 45, 46, et 47 on a connu une année de déflation. Alors c'était quelques mois de déflation avant de reprendre une inflation plus linéaire, mais c'était contrôlé. Et à l'époque, on contrôlait la courbe des taux, et les taux étaient même flagués à un moment donné, les taux long terme, donc pas que les taux courts, ils étaient flagués à 4%. Donc ne pas sous-estimer également que pour moi, comme je l'ai dit, au bout d'un moment, quand ça va commencer, si les taux continuaient à monter, à un moment donné, je pense qu'à partir de 4,5 à 5%, ça coince, ça va coincer nécessairement, et ils seront obligés d'agir là-dessus et de refaire du quantitative easing, un petit peu comme la Banque centrale d'Angleterre. Donc voilà, pour moi, on est là-dedans. Après, évidemment, le timing, là, sur les quelques prochaines semaines, pour moi, on va rester peut-être dans quelque chose de très chaotique, très erratique, mais on construit ce qui va vraiment nous occuper. Et moi, ce qui m'amuse, c'est pas de faire du trading, un coup plus 3%, le lendemain moins 3, un coup à nouveau plus 3. Non, moi ce que je veux là, c'est voir un petit peu les constructions qui vont me permettre de jouer un petit peu des tendances au minimum sur quelques semaines. On ne remet pas en cause que les tendances de fond restent baissières, et donc on ne parlera absolument pas de retournement haussier sur les marchés, mais ce qu'on voudrait, c'est éventuellement jouer des petites tendances un petit peu comme cet été. Donc ça, c'est peut-être ça justement qui peut être en train de se dépatouiller.
Mais voilà, je suis vraiment dans le conditionnel parce qu'on est vraiment dans l'anticipation à ce stade-là, parce que il y a encore sacrément du boulot. Donc voilà un petit peu où on en est, hein, sur le Nasdaq par exemple, c'est-à-dire qu'on est dans des larges figures, donc je veux dire, vous pouvez énormément zigzaguer, hein, je veux dire, on peut même revenir aux 12 000, 12 500 points, sans pour autant remettre en cause la tendance correctrice dans laquelle on est. Et à court terme également, vous le voyez, ça peut être très erratique, hein. On peut tenter le rebond comme ceci, gesticuler comme ça, redescendre éventuellement, ou on peut faire ça comme ça. Bref, il y a différents scénarios qui peuvent avoir lieu. Mon but, c'est pas d'essayer de jouer aux devinettes actuellement, c'est juste d'attendre que le marché me démontre un petit peu quelque chose. Donc là, actuellement, le marché il nous démontre qu'il est en train de buter sur une résistance oblique. J'ai ce support au niveau des 10 600 points à peu près, qui pour moi est un petit peu le niveau important, sous peine de revenir chercher les 10 003, 10 004. Mais voilà, pour moi, ce que je veux voir, c'est qu'on reste un petit peu dans cette zone-là. J'attends fébrilement un petit peu les résultats des GAFAM. Donc qu'on reste dans ce moment-là. Si on arrive à casser post-résultat cet oblique ici, on peut essayer d'aller nourrir la fermeture de ce gap ici sur les 11 500 jusqu'à cette zone des 11 700. Mais pour moi, sous les 12 000 points, je vais rester toujours très prudent. Donc ce sera juste des mentalités de prendre ce qu'il y a à prendre. Et dans le cas contraire, évidemment, si on commence à enfoncer les 11 000 points, on ira refermer le gap des 10 008, 10 700. Et il y aura cette zone là, si on lâche les 10 600, où on peut repartir en mode « Oh mon Dieu, on va tous mourir ». Et à ce moment-là, j'ai la zone des 10 003, 10 400. Pour moi, je serai acheteur de cette zone-là en pure anticipation, mais si on devait y retourner, je serai une nouvelle fois acheteur. Dans tous les cas, voilà, on comprend bien qu'il va nous falloir encore pas mal de chandeliers et pas mal de séances pour commencer à y voir plus clair, des congestions qui nous permettront, dont l'issue nous permettra ensuite de valider certainement une tendance un petit peu plus mature pour novembre, décembre. Et on se projettera par la suite, donc une fois qu'on aura un peu plus d'éléments. Mais donc voilà ce que j'attends de voir pour moi pour l'instant. On a une construction, les acheteurs arrivent à tenir. Donc on voit globalement, pour moi, le marché qui commence à intégrer que oui, on arrive à ces pics inflation et on commence à intégrer que la Fed ne pourra pas faire plus. Donc même si l'économie est résiliente, etc., la Fed va faire ce qu'elle a prévu, c'est-à-dire 0,75 en novembre et 0,5 potentiellement en décembre. Et après, évidemment, on peut toujours avoir du rebond en mode « Ah, ils vont faire que 0,25 en décembre ». Mais bon, globalement, c'est parce qu'ils se gardent une cartouche et qu'ils vont vouloir jouer la montre. Et post-midterm, à mon avis, au niveau des banques centrales, on va certainement commencer à jouer un petit peu plus la montre parce qu'il va falloir attendre encore quelques mois avant que les stats, qui sont des stats retardés, commencent à démontrer que oui, on a bel et bien ce ralentissement que l'on va se prendre et que ça aidera à faire baisser l'inflation, mais pour moi, on aura tout intérêt également à conserver une inflation à 3-4% pendant quelques temps, parce que ça permet de résorber un petit peu la dette sans faire de réforme. Et comme on le voit politiquement, on n'est pas prêt pour se serrer la ceinture. On peut regarder le Brent, je reviendrai au CAC 40 ensuite. Donc le pétrole également, donc ça va être important pour la suite. Ce qu'on voit, c'est qu'on est énormément squeezé là, entre la zone des 89 pour arrondir et 95. Tant qu'on ne va pas redépasser cette zone des 95 et rester au-dessus, il n'y a pas une nouvelle pression acheteuse sur le pétrole qui peut éventuellement refaire douter sur l'inflation et donc remettre à plus tard toutes les idées de se dire qu'on est intégré, etc. Et pour moi, voilà, c'est qu'une question de temps. Donc ensuite, voilà, on sait très bien qu'avant les mid-term, il faut faire baisser le pétrole. Donc on fera baisser le pétrole. Les réserves stratégiques, il faudra les renflouer à un moment donné ou à un autre. Mais globalement, en gros, je pense qu'à un moment donné ou à un autre, si le pétrole revient entre les 80 $ et les 70 $, je pense que ça ira à tout le monde, aux politiques, aux producteurs, et même à Poutine. Tout le monde sera content avec un pétrole qui oscille dans la partie des 70 à 80 $.
Et à plus long terme, je resterai quand même globalement aussi hein, sur les matières premières et sur le pétrole, puisque, je le rappelle, on est au-delà de déglinguer la demande, on est surtout en déficit d'offres. Et il faudra plus de pétrole de toute façon demain, d'un point de vue stratégique et d'un point de vue également transition énergétique et donc investissement. On peut regarder également d'autres matières premières, on peut regarder l'or. Et donc l'or, c'est un petit peu la même chose. Alors on a réagi un petit peu au fait que oui, le pivot, machin bidule, ok, ça permet de sauvegarder un petit peu le support, même s'il faudrait que je le retrace un petit peu. Mais globalement, vous voyez, enfin, ça ne va pas changer la donne en 2 séances. Donc pour moi, on reste toujours dans les configurations de fonds qui sont baissières, donc il n'y a pas plus à se dire que ça, et on patiente, on attend, on a des débuts de réaction, mais ce n'est pas suffisant, il faudra revenir au-dessus des 1680 $, ensuite au-dessus des 1730 $, et là on commencera à avoir des congestions, où on commence à se dire, tiens, on commence à anticiper que quand les banques centrales vont commencer à relancer du quantitative easing, évidemment, elles diront que c'est temporaire, puis ça sera transitoire. C'est là où l'or peut retrouver un petit peu des couleurs. Mais pour l'instant, on continue à l'y appuyer sur la tête. Même chose pour l'argent, on continue à appuyer sur la tête. Le pivot est à 21 $. Tant qu'on est en dessous, on gesticule dans cette zone-là, à ce stade-là. Pour moi, ça reste des choses qui seront très intéressantes sur 2023, certainement. Mais voilà, il faut laisser le temps au temps. On a besoin un petit peu de construire. Et le CAC 40, pour finir, je pense que je n'ai pas oublié autre chose. On se retrouve à peu près dans le même côté de congestion ici, donc en attente. C'est-à-dire qu'on a une bonne zone de support ici aux alentours des 5900 points, 5870. Une bonne zone de résistance là, dans cette zone des 6140. Et en gros, au milieu, on est en train de gesticuler, de congestionner. Et ma foi, c'est pas mal. Parce que là, évidemment, si on fait un truc comme ça, là, évidemment, ça c'est pas Jojo et on reviendra chercher la zone des 5006, voire on reparlera capitulation, etc. Mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on est en train de jouer. Alors, le luxe, quand même, patine un petit peu, on verra, et c'est une question de pondération. Mais pour l'instant, on arrive à tenir. Donc, éventuellement, on peut là aussi avoir une fenêtre de tir, sans pour autant parler retournement haussier du marché. C'est-à-dire, si on a un débordement de cette zone des 6100 points, mais on peut aller chercher déjà cette zone de gap qu'on a déjà fermée sur les 6150, voire jusqu'à cette zone des 6250. Après, j'aurais un petit peu plus de mal à aller plus haut sans une construction un petit peu plus longue et une baisse de la volatilité. Parce que j'ai besoin, pour croire à un retournement du marché, qu'on ait construit suffisamment, congestionné suffisamment de temps pour que ça fasse baisser la volatilité et que cette baisse de la volatilité encourage un certain nombre d'investisseurs à reprendre confiance. Tant que le marché est très erratique, très volatile, fait du zigzag, il y a énormément de flux qui restent un petit peu sur le bas-côté en observant et en attendant de savoir qui c'est qui gagne la bataille. Donc c'est ça, réellement, c'est là-dedans qu'on est actuellement, un petit peu en train de patienter, justement, d'avoir quelques indications futures pour entrer avec un peu plus de moindre risque. On va regarder quelques actions. Alors en spéculatif, vous avez AB Science, qui pour moi est dans une zone de congestion. Si on a la rupture par le haut, ça peut créer la spéculation vers la zone des 9 €, 9,50 €. Il faudra une news, bien entendu, et plus il y a affinité. Faites attention à ces valeurs, c'est pas forcément très liquide, mais bon voilà. AgriPower, il faudra la cassure par le haut pour donner un bon signal. Air France, comme pas mal d'airlines, sont en train de trouver un socle. Alors c'est peut-être l'anticipation de la baisse du brut, etc. Mais bon, toujours est-il que Air France surperforme pas mal le secteur, au-dessus des 1,35. On va rester positif sur cela. Au niveau de Air Liquide, on est en train là aussi de construire. Donc on voit, on a une résistance aux alentours des 124. On a un support aux alentours des 119. Et donc on a une zone de congestion ici. Et donc sorti par le haut, on peut jouer le prochain niveau sur les 127-128, ce qui permettra de jouer le scénario de 6250 points sur le CAC 40. A contrario, on casse par le bas, on va revenir visiter les supports et il faudra les tenir une nouvelle fois et on continuera donc construire des figures un petit peu plus larges en triangle, rectangle, etc. Au niveau des valeurs chinoises, donc on a Alibaba qui joue un petit peu trop avec le feu à mon goût. Et pour moi,
On retentera quelque chose sur Alibaba le jour où on revient au-dessus des 80 $. Là, on joue à se faire peur avec les supports. Amoeba, là aussi, c'est spéculatif. Bon, je pense qu'on peut essayer d'aller chercher cette zone des 1,50 là, potentiellement. Pour l'instant, donc ça gesticule pas mal, c'est assez binaire comme titre, mais il y a des bons volumes, donc il y a de l'attrait, mais ça reste évidemment spéculatif. Amundi également, comme Air Liquide, comme pas mal de valeurs du CAC 40, on a trouvé le bottom pour l'instant, un bottom intermédiaire. On revient au-dessus de supports importants, donc tant qu'on les tient, on essaye éventuellement de jouer la seconde vague. Et la seconde vague, ça peut nous amener vers la zone des 47 €. Là aussi, on parle de rebond prolongé, on ne parle pas de retournement encore. Ça aura besoin de recongestionner un petit peu plus longtemps, de faire baisser la volatilité, et là, on pourra faire rentrer des volumes certainement un petit peu plus importants pour prolonger les rebonds. Apple, alors là c'est la même chose. Apple, là on le voit, est en train de donner un petit peu du souffle au marché, mais la semaine prochaine on a quand même BCE, on a un résultat des GAFAM, on a également des stats inflation, donc la semaine prochaine c'est quand même une grosse semaine. Et surtout quand vous avez des actions comme ça, une poignée d'actions qui ont des grosses pondérations sur les indices, ben ça peut rajouter à la volatilité et au côté erratique des cotations. Et surtout, Apple, il ne faut pas négliger le fait qu'on reste dans une tendance qui est dégradée sous les 150 $. Donc oui, on peut jouer les troubles faits en effet et tenter de lancer une poussée vers la zone des 147, 148, ce qui peut nous faire croire que le Nasdaq est dans la capacité de revenir au-dessus des 11 200 et d'aller chercher peut-être 11 500, mais tout dépendra ensuite des résultats. Et là, pour moi, sous les 150 $, je ne mets pas ma main à couper et je resterai avec un biais très prudent à ce stade-là. Et de la même façon que Apple, dans tous les cas, on est très neutre. On est dans une structure très neutre, très large, en effet, mais très très neutre. Donc je n'ai pas de biais positif. ArcelorMittal et les cycliques, pas mal de cycliques, étaient pas mal revenus déjà, on en avait déjà parlé ici, et donc cette semaine on a bien validé et on est en train de casser par le haut. Alors on peut certainement aller prolonger vers la zone des 24-25 €, puis on aura certainement la conso, et donc c'est ça qu'il faudra regarder, c'est la capacité de tenir cette zone des 22 € dorénavant, et donc de congestionner cette zone-là. Mais même chose que sur tous les titres, on est dans du rebond prolongé, et ce n'est que la sortie de la congestion qui pourra nous dire on relance la tendance baissière, on se refait peur sur la récession dure, ou on casse par le haut, et à ce moment-là, on joue le côté quantitative easing, donc c'est-à-dire les banques centrales qui reviennent en support, etc. Et donc du coup, la relance du cycle. N'oubliez jamais que le marché anticipe à l'avance la fin du cycle, et il anticipera à l'avance le renouveau du cycle. ASM International, on a là aussi des bons rebonds, des bonnes réactions, on le voit, donc dans ce biseau descendant, on est revenu tripatouiller un petit peu sur le bas, on a une grosse réaction suite au stade CPI, ce qui me fait dire que le CPI de la semaine dernière, avec la réaction qu'on a eue, c'est pas négligeable, et c'est pour ça qu'au-dessus des 10 600 points sur le Nasdaq, pour moi, on a toujours cet effet où pour moi, ce que le marché nous a murmuré à l'oreille des investisseurs, c'est justement le fait que, tiens, on joue le pic inflation, on joue que c'est intégré. Donc tant qu'on reste au-dessus de ces niveaux-là, on joue le fait que le marché joue que pour lui c'est du passé, il intègre et il essaye de se concentrer sur la suite. Donc même chose sur ASM International, bon, elle surperforme également son secteur, On est en train de revenir sur une zone de résistance, donc là aussi, congestion. Vous recassez par le bas, bon, on repart pour le côté erratique, on ne sait pas, on doute, etc. On casse par le haut, là on commence à vouloir acter une meilleure forme, mais pas encore de quoi parler de retournement pour moi, tant qu'on sera en dessous des 300 €. Donc voilà, il faut également savoir raison garder. Pour l'instant, on reste dans des rebonds parce qu'on est dans des figures qui sont très larges, mais en gros, si on prend du recul et qu'on réfléchit à moyen terme, c'est neutre. C'est très très neutre, très erratique. On a Atos qui a réagi, alors certainement, on en a discuté sur l'académie, certainement, comme sur Orpea, une volonté un petit peu de racheter quelques VAD, etc. De toute façon,
Bon, c'est une journée 3 sorcières, mais les volumes sont quand même très importants. Alors, on est revenu chercher la zone des 10,30 € à peu près en résistance. Dorénavant, la zone des 9,30 € devient support, et donc là aussi, congestion. Donc, on peut naviguer comme ça. Si on casse la zone des 10,50, on peut pousser jusqu'à la zone des 11 €, 11,20 €, et plus il y a affinité. Il y a les résultats la semaine prochaine, donc là aussi, c'est binaire. Vous avez Believe aussi, pour moi, on a un bon retournement qui est en train de se mettre en place au-dessus des 8,40 €. Ça reste des petites valeurs. Donc c'est assez volatile, mais c'est plutôt pas mal. CGG également, j'ai bien apprécié cette semaine, là, la bonne réaction ici, avec la cassure. Le pullback aujourd'hui sur l'ancienne oblique, donc, et on relance. Là aussi, il faut faire la différence entre rebond prolongé et retournement. On est en rebond prolongé qui peut nous apporter vers la zone des 85-86 centimes d'euros, mais tant qu'on ne va pas dépasser cette zone-là, on ne peut pas parler encore de retournement. Les minières également bougent plutôt pas mal. On a Core Mining que je trouve assez solide, au-dessus des 3,20 $. Alors il faudra réussir à casser. On le voit sur l'argent, sur l'or. Pour l'instant, c'est pas jojo, mais on voit tout de suite l'effet de levier que l'on a sur les minières. Donc la vraie libération, c'est vraiment sur un débordement des 4 $. Sinon, on continue de construire. Mais pour moi, on a réveillé les minières et donc elles doivent revenir dans les watchlists en observation parce que ça peut être un secteur qui peut être joué. J'avais dit la fin d'année, donc on va y arriver. Eramé, pour moi, voilà, c'est pour du rebond technique à ce stade-là. Hein, éventuellement revenir sur la zone des 70 €, mais ça aura besoin de pas mal de maturité. Ça aussi, ça redeviendra à la mode, mais pas encore tout de suite, mais il faut se garder ça. Harmony, c'est la même chose que pour Core Mining. Pour moi, on a une congestion. Éventuellement, on se prépare pour sortir d'ores et déjà. Mais pour moi, même chose, c'est des choses derrière où il ne faut pas trop se précipiter parce que ça aura nécessairement besoin de construire. Alors, c'est des titres qui peuvent vous faire un truc comme ça, puis lentement retracer comme ça. Et en gros, ça peut encore durer la construction quelques mois. Mais du coup, là, l'attrait est revenu. Ce qui va m'intéresser sur Momo, c'est que... Alors, je trouvais la tendance qui était très bien, évidemment, ici, hein, là, beaucoup moins bien. Donc, on est sur le support. Donc, en gros, hop, cette zone des 4,70 $, va falloir la repasser assez rapidement. Sinon, le risque, évidemment, c'est qu'on commence à effriter le support. Et là, je solderai ma position. Au niveau du luxe sur le CAC 40, il ne faut pas négliger. On tient quand même très bien, alors surtout Hermès. Pour l'instant, c'est donc toujours très propre. Après, voilà, le luxe peut être supporté comme le pétrole par le fait que la Chine réouvre, etc. Mais les stats, ne pas oublier que la stat de croissance a été repoussée, donc on se doute qu'elle n'était pas suffisamment bonne pour le congrès chinois. Donc voilà, on est quand même sur une croissance chinoise qui va ramer. Alors on peut toujours dire c'est la faute du zéro Covid, etc. Moi je pense pas que. Donc aujourd'hui, voilà, je pense que l'avantage quelque part pour l'inflation, c'est que la Chine n'est plus la même locomotive que par le passé. Donc, fort heureusement, ça ne rajoute pas donc, au biais inflationniste. Mais du coup, le luxe, il va falloir regarder avec beaucoup d'attention. Alors, graphiquement parlant, Hermès, ça reste quand même plutôt propre. Mais on se méfie parce que je pense que ça peut prendre qu'une ou deux séances de repasser sous les 1200 €. Et là, tout de suite, on redégrade. Et le CAC 40 aura beaucoup plus de mal. Imerys également se comporte très bien. Ça continue d'être très puissant. Hein, le mouvement est très fort. Donc pour moi, ce repli, ça s'achète éventuellement sur la zone des 34 €, etc. Ça reste une action à se garder dans les bonnes tendances. On a pas mal de petits dossiers qui s'étaient fait massacrer, qui font des rebonds au prorata. Pour autant, voilà, là aussi, il ne faut pas croire que ça va remonter en flèche. Ça aura certainement besoin de construction et de congestion pour cet hiver. LVMH, on voit un petit peu moins joli que Hermès. Et donc, tant qu'on reste sous les 650, pas trop de relais pour le CAC 40, vous voyez. Donc, c'est plutôt très neutre. Marathon Digital, ça j'utilise toujours ça pour la spéculation US, donc pour l'instant c'est toujours très neutre dans la figure. Si on arrive à faire des trucs comme ça, c'est là où on joue un petit peu les petites capes US en mode spécu. Si ça repart au sud, évidemment je ne ferai pas un dessin, on remettra tout ça plus tard. Nanobiotics, ça continue de congestionner dans ce triangle ici, il faudra casser par le haut, hein, les 4,30 € pour avoir un signal. Au niveau de NeoN, c'est dans un biseau descendant. Je veux dire, même si ça devait casser par le haut et vous créez un petit rebond,
Pour moi, sous les 37 euros, il n'y a pas de retournement de marché. Novacid, ça fait pas trop grand-chose à ce stade-là. On s'y intéresse sur un débordement des 97 centimes d'euros, pardon. Ancternal, ça c'est en dollars. Pour l'instant, on tient le support. Faut la laisser maturer encore. C'est des petites valeurs, hein, 87 000 titres échangés sur une journée, c'est que dalle. Donc c'est vraiment un débordement des 1,12, 1,13 là qui pourrait un petit peu lâcher les chevaux. Ça reste une biotech. PayPal, même chose, hein, on voit. Donc les résultats, je pense qu'ils sont la semaine prochaine, je ne sais plus. Pour moi, ça reste quand même un petit peu dégradé ou très neutre. Donc il faudra déborder les 88 $ et les 92 pour vraiment se dire, tiens voilà, on a énormément de valeurs, de grosses valeurs de croissance qui commencent à se retourner. Donc voilà, sur le Nasdaq, on peut vraiment jouer une jambe haussière. Là, je suis un petit peu entre deux. Renault, ça continue de très bien se comporter, c'est positif, pas plus à dire. Rheinmetall, donc ça c'est de la défense. Donc pour l'instant, on est en train de graviter sur la zone de support, la zone de résistance ici. Si on arrive à déborder cette zone des 170, bon ben je vous fais pas un dessin, c'est que on a une escalade sur la guerre, donc ça sera moins jojo sur le reste, mais pour l'instant, ça rame. Donc c'est comme sur le terrain. Ruby, ça tient un petit peu le support, il faut congestionner dans cette zone-là, il y a encore beaucoup de boulot avant de parler de retournement. Sanofi, pareil, il y a du rebond à jouer, donc on a eu un bon rebond ici, on a une bonne congestion ici, donc sur la cassure des 83 €, on peut éventuellement jouer la fin de cycle et donc les pharma. Au niveau de Sartorius, il y a les résultats qui sont tombés, donc on était sur résistance ici, paf, on casse cette oblique-là. Terminé. Donc on patientera une nouvelle fois une autre construction. Mais même chose, hein, donc voilà, vous voyez les valeurs de croissance, tout de suite, dès que vous décevez, que les perspectives ne sont pas aussi bonnes que prévu, etc., le marché, il ne fait pas dans la dentelle. Au niveau de Schneider Electric, donc on voit que c'est plutôt les valeurs cycliques, hein, qui surperforment et qui tiennent, et donc qui intéressent un petit peu les gros. Au niveau de Schneider Electric, toujours cette congestion ici. Tant que vous ne dépassez pas les 130 €, il n'y a pas de retournement de marché, donc on est surtout sur du rebond prolongé. Sous les 120 €, on continuera à construire dans cette zone-là quelque chose de plus long. Au niveau de Société Générale, au niveau des bancaires, je dirais on est toujours OK au-dessus des 22 €. Ici, là, sur cette zone de support, on peut tenter une poussée. Alors il faudra voir ce que la BCE va annoncer, s'ils annoncent alors la hausse des taux, c'est bien pour les banques, mais en parallèle de ça, ils vont peut-être annoncer aussi qu'ils vont un petit peu lâcher du lest sur tout ce qui était supporter des réseaux bancaires. Donc éventuellement, on a la congestion qui est en train de se mettre en place. Tant qu'on est au-dessus des 21,60 €, je dirais, ça reste OK. Mais tant que vous ne débordez pas les 24 €, il n'y a pas de retournement haussier. Donc c'est quelque chose de très neutre aussi. Très congestionné, très neutre. Au niveau de Stellantis, très congestionné, très neutre également sur les 12,60 €. Vous cassez les 12,60 €, bon ben on repart en mode on fait attention. Mais là, tant qu'on est au-dessus des 12,60 €, éventuellement, on voit ce retour sur les valeurs cycliques avec la cassure des 13,30 € qui peut commencer à engager peut-être un rattrapage vis-à-vis de Renault vers la zone des 14 €. Mais là aussi, voilà, c'est des rebonds prolongés. Je ne parlerai pas encore de retournement et j'ai l'impression que le marché aura besoin de toute manière, avant de faire ces retournements, de construire. On le voit sur RHM, on le confirme également sur Thales, on a un retour sur les valeurs défense, mais pour autant, voilà, on revient sur zone de résistance, ça reste positif au-dessus des 114 €, mais on va certainement construire dans cette zone-là, et il faudra ensuite remettre une jambe haussière pour repiquer, ce qui évidemment ne sera pas très positif pour éventuellement l'escalade sur la guerre. Au niveau Total Énergie, également un grand supporter du CAC 40, mais voilà, là aussi, éventuellement, on est un petit peu embuté. On le voit au niveau du pétrole, ça... Il n'y a pas vraiment grand intérêt pour qu'on pousse un petit peu plus au nord, donc je serais tenté de dire, voilà, il y a une zone ici de flottement, globalement, cassure des 54 € qui serait très intéressante pour pousser un petit peu plus au nord, évidemment, mais voilà, marge potentielle à mon avis un petit peu réduit, mais au-dessus des 51 €, voilà, ça reste positif. Au niveau de Trigano également, on avait parlé la semaine dernière, donc très positif sur la zone des 89 €. On a fait une nouvelle poussée vers la zone des 100 €. On congestionne dans cette zone-là, là, je vais virer cette oblique.
pas l'air très probant. Et voilà, une espèce de figure. Enfin, on a un petit peu une figure dans cette zone-là. On ne parle pas de retournement encore à ce stade, hein, mais voilà, on a une bonne congestion. Il faudra sortir de cette congestion par le haut, et là, on aura quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Ubisoft, on se cherche énormément, mais bon, il y a les résultats la semaine prochaine. C'est un petit peu normal, je serais tenté de dire, qu'on se cherche tant qu'on ne revient pas au-dessus des 27,70 €, 27,40 là. Et là, quand on naviguera peut-être dans cette zone-là, là, ça commencera à devenir un peu plus intéressant pour jouer du retournement, enfin du rebond prolongé, parce que pour l'instant, c'est pas plus. On se méfie avec les résultats, d'aller chercher les 25 €, mais en gros, si les résultats sont vendus, je pense que j'achèterai. Alors, j'ai acheté aujourd'hui, mais si ça rame un petit peu trop, j'allégerai quand même avant les résultats pour acheter un petit peu plus si on ouvre bas le jour des résultats. Je le tenterai comme ça. Vallourec, c'est bien, hein, c'est bien congestionné à ce stade-là, donc il faudra déborder par le haut évidemment pour relancer la dynamique acheteuse, aller refermer ce gap-là éventuellement. A contrario, évidemment, sous les 10 € et surtout sous les 9,60 €, ça sera moins jojo. Au niveau de Verallia, on avait parlé la semaine dernière, on a cassé ici par le haut, il y a eu les résultats, bref, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on revient là sur résistance, donc je pense qu'il y a un bon take profit à prendre, mais il y a des bons volumes aussi, donc il faut s'attendre à de la conso, mais là, typiquement, hein, on voit les vrais retournements qui se mettent en place, c'est ça. Donc vous l'avez vu sur énormément de valeurs, on est encore typiquement dans ce côté erratique de congestion dans les figures. Mais voilà, il ne faut pas négliger que malgré toutes les mauvaises nouvelles que l'on a, certaines valeurs peuvent casser par le haut et donner de très belles tendances. Au niveau de Visiomed, pour moi c'est plutôt neutre, ça rame. Si on lâche là la zone des 42, il reste encore la zone des 40, je serais tenté de dire, jusqu'à la zone des 34, hein, ça va rester positif, il y a quand même pas mal de volume là-dessus. Sinon on continue la congestion, c'est plutôt flat, il faudra redépasser les 55 pour relancer une spécu. Vivorion, il y a la congestion, donc je pense qu'on peut jouer la relance vers la zone des 10,50 €, 11 € éventuellement, ça reste de la biotech, donc c'est spéculatif. Et Worldline, c'est doucement mais sûrement, mais ça reste positif, voilà, au-dessus des 42, ouais, au-dessus des 42 €, 41 €, on peut continuer de rester positif, c'est lent, mais voilà, c'est dans des marchés comme actuellement, c'est pas plus mal, ma foi. Évidemment, alors, il y a beaucoup d'autres valeurs qui sont très intéressantes, on en parle beaucoup, notamment au sein de l'académie. Je n'ai pas nécessairement toujours le temps de mettre à jour la liste pour la semaine. Vous l'avez compris, pour moi, le verdict, c'est la semaine prochaine. On en saura beaucoup plus la semaine prochaine sur les indices. Et donc voilà, avec les résultats des GAFAM, bon, la BCE dans un second temps, quelques déclarations à droite, à gauche et quelques stats supplémentaires qui, pour moi, j'espère, hein, vont continuer d'acter que peut-être on est en train de construire un petit peu cette congestion et construire un petit peu ce bottom. De toute façon, je pense qu'on est peut-être plus proche du bout que du début. Et donc c'est ça qui m'intéresse à ce stade-là. Ne pas omettre également que même voilà, si on a peur de la baisse des profits, peur de la récession, ça va arriver. Mais il ne faut pas omettre que c'est potentiellement dans 3 mois, dans 6 mois, etc. Donc le marché peut jouer une détente, genre flûte, pivot, etc. pendant quelques semaines avant de rejouer à se faire peur, non plus sur l'inflation, mais sur la baisse des profits des sociétés. Et on sera en mode Calimero, en mode « Ah oui, mais tu te rends compte, et si on ne retrouvait plus jamais les profits que l'on a eus ces 10 dernières années et si, et si, et si ». Bon, n'omettez pas que dans ces périodes ultra-inflationnistes, les sociétés qui sont dans la capacité de répercuter via des hausses de prix et de conserver leur chiffre d'affaires, donc ont un pricing power, donc plus les valeurs cycliques que les valeurs de croissance, mais il y a quelques valeurs de croissance qui ont un pricing power, bien entendu, donc il ne faut pas mettre toutes les valeurs de croissance dans le même panier, donc je mettrai quelques valeurs de croissance finalement dans des valeurs value, comme des valeurs value, mais en gros, c'est là où ça va être très intéressant, c'est que imaginez derrière que l'inflation baisse, ces sociétés-là vont, parce qu'elles ont su s'adapter à une inflation grandissante, vont avoir la capacité d'avoir une augmentation des profits. Plus, sur les cycliques,
et donc sur de la value que sur de la valeur de croissance. Mais pour moi, comme je l'ai dit, il faut faire attention. Il y a des valeurs de croissance que j'estime comme des valeurs value. Voilà pour cette semaine, un format un petit peu plus court. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi. Et information importante, le week-end prochain, je ne pense pas que je pourrai faire la vidéo. Je serai en vadrouille. Donc peut-être un petit peu de repos pour justement arriver au midterm un petit peu plus frais, parce que voilà, ça sera important de prendre à mon avis des décisions et peut-être de devenir un peu plus agressif sur les marchés cette fin d'année. On verra, le marché décidera, le graphique nous le dira. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous dis à lundi. N'oubliez pas de liker les vidéos, de la partager également sur les réseaux sociaux, ça fait plaisir, ça motive, et de me dire ce que vous pensez du marché, quelles sont les actions que vous privilégiez dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire et de vous répondre également. Excellent week-end une nouvelle fois les graphes, à lundi, salut.